Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, 23 hommes infligèrent un total de 23 coups de couteau au corps de Gaius Julius César dans le théâtre de Pompée, à Rome. Ils avaient préparé cela pendant des semaines, en avaient débattu à voix basse et s'étaient convaincus que la mort d'un seul homme restaurerait la République qu'un seul homme avait brisée. Ils se trompaient sur presque tout. La République ne fut pas restaurée. La liberté pour laquelle ils prétendaient se battre ne fut pas garantie. Et en l'espace de 3 ans, tous les principaux conspirateurs étaient morts. Presque tous de façon violente, plusieurs de leurs propres mains, dans des circonstances que les sources antiques décrivent avec une précision telle qu'on pourrait croire que l'histoire avait orchestré leur fin avec une intention que l'histoire possède rarement en réalité. Voici comment ils sont morts, et leur manière de mourir raconte ce que l'assassinat de César a réellement produit, à savoir non pas la République qu'il voulait, mais la guerre civile qui l'a détruite. Commençons par Marcus Junius Brutus, car Brutus est le nom que l'histoire a conservé le plus complètement, l'homme dont la décision de rejoindre la conspiration lui donna le poids moral que Shakespeare transformerait plus tard en tragédie. Brutus était un ami proche de César, peut-être même son protégé, et sa participation fut l'élément du complot que les autres conspirateurs, menés par Cassius, s'efforcèrent le plus d'obtenir. Il rejoignit la conspiration parce qu'il croyait, avec la conviction sincère d'un homme qui avait passé sa vie à étudier la philosophie stoïcienne et les Romains exemplaires de la République, que tuer César était son devoir envers Rome. Il se trouvait à Philippe en octobre 42, 2 ans après les Ides de Mars, commandant l'une des 2 moitiés de l'armée républicaine contre les forces de Marc-Antoine et d'Octavien. Le premier jour de la bataille se passa bien pour Brutus. Son aile mit en déroute les forces d'Octavien et captura le camp ennemi. L'aile de Cassius s'effondra et Cassius, croyant la bataille perdue avant d'avoir pu recevoir des informations exactes sur le succès de Brutus, se suicida. La seconde bataille de Philippe, 3 semaines plus tard, se passa mal. L'armée de Brutus fut brisée. Il s'enfuit dans les collines avec une poignée d'hommes, et là, comprenant que sa capture était inévitable et que ce qui suivrait serait pire que la mort, il demanda à ses compagnons de tenir une épée pendant qu'il s'y jetait. Il avait 42 ans. Il avait passé les 2 années suivant l'assassinat dans l'enfer particulier d'un homme qui a commis une chose terrible pour de bonnes raisons et qu'il a vu ne produire que des choses encore plus terribles. Les lettres et les discours qui lui sont attribués durant cette période montrent un homme qui n'a jamais cessé de croire qu'il avait eu raison, mais qui était de plus en plus incapable d'ignorer le prix de cette justesse. Gaius Cassius Longinus était l'organisateur du complot, l'homme dont l'intelligence pratique avait transformé l'impulsion de tuer César en un plan opérationnel. Il était aussi, selon la plupart des récits antiques, un homme plus dur et moins principiel que Brutus, motivé autant par le ressentiment personnel que par le principe politique, hostile à César d'une manière qui dépassait la simple théorie constitutionnelle. Il mourut à Philippe le premier jour de la bataille, ordonnant à son affranchi Pindarus de lui trancher la tête après avoir cru voir sa cavalerie vaincue et les forces de Brutus submergées. Il se trompait sur les 2 points. Sa cavalerie s'était retirée en bon ordre et Brutus avait remporté la victoire sur son côté du champ de bataille. Il mourut à cause d'une mauvaise lecture de la situation qu'il avait passé sa carrière à essayer de maîtriser. Decimus Brutus Albinus est le conspirateur que l'histoire a le plus complètement oublié, ce qui est remarquable étant donné qu'il fut sans doute le plus important du groupe. C'est lui qui persuada César de se rendre au Sénat le 15 mars malgré ses réticences, l'accompagnant personnellement et veillant à ce que le dictateur entre dans le piège que les autres avaient tendu. C'était un général de confiance, un ami proche de César, un homme à la tête d'une flotte et d'une armée qui aurait pu devenir une puissance importante après l'assassinat. Il ne le fut pas. Marc-Antoine le déclara ennemi public. Son armée se désagrégea et il s'enfuit vers le nord à travers la Gaule, tentant de rejoindre Brutus en Macédoine. Il n'y parvint pas. Un chef gaulois nommé Cammus, agissant sur ordre de Marc-Antoine, le captura et le tua à la fin de l'an 43. Il avait probablement un peu plus de 40 ans. Sa mort fut anonyme et sans témoin, à la manière d'un homme qui avait misé sur le mauvais camp de l'histoire et s'était retrouvé pris sur la route de la défaite. Gaius Trebonius était le conspirateur qui occupa Marc-Antoine à l'extérieur de la chambre du Sénat pendant que l'assassinat se déroulait à l'intérieur. Un rôle qui exigeait le sang-froid particulier d'un homme capable de faire la conversation pendant que ses collègues tuaient, à quelques mètres de là, l'un des hommes les plus puissants du monde. Il fut le premier des conspirateurs à mourir. Au début de l'an 43, moins d'1 an après l'assassinat, Publius Cornelius Dolabella, un commandant césarien, captura Trebonius dans la ville de Smyrne. En Asie mineure, le soumit à 2 jours de torture, puis l'exécuta. Sa tête fut envoyée à Rome.
On dit qu'Antoine s'en servit comme d'un ballon de jeu, ce qui est peut-être apocryphe, mais donne une idée juste de la température émotionnelle de l'époque. Publius Servilius Casca porta le premier coup lors des Ides de mars, un coup au cou de César qui ne fut pas net, qui ne tua pas, et que César tenta d'agripper de ses mains nues avant que les autres lames n'arrivent. Il survécut aux conséquences immédiates de l'assassinat et apparaît encore dans les sources historiques pendant 2 années, combattant du côté républicain. Il mourut à Philippe, ou après Philippe, de sa propre main ou au combat dans des circonstances que les sources ne consignent pas avec précision. Son frère, qui figurait lui aussi parmi les conspirateurs, mourut à peu près au même moment. Les frères qui avaient porté ensemble le premier coup disparurent ensemble de l'histoire. Quintus Ligarius avait été gracié par César pour avoir combattu contre lui lors d'une guerre civile antérieure. Et il rendit cette grâce en rejoignant la conspiration. Il mourut dans les proscriptions de l'an 43, ces listes officielles d'ennemis de l'État publiées par le second triumvirat d'Antoine, d'Octavien et de Lépide, qui autorisaient tout citoyen romain à tuer les individus nommés et à toucher une récompense. Les proscriptions firent des centaines de morts et emportèrent la plupart des conspirateurs restants qui n'étaient pas déjà tombés au combat. Elles furent, dans leur brutalité officielle méthodique, l'illustration la plus claire de ce que l'assassinat avait réellement produit. Non pas la fin de la tyrannie, mais sa multiplication. Lucius Tillius Cimber était l'homme qui avait saisi la toge de César pour le maintenir en place lorsque les dagues sortirent, l'ancrage physique de l'assassinat. Il apparaît dans les sources comme commandant naval de la cause républicaine après Philippe, puis disparaît. Il mourut probablement dans les combats qui suivirent à la bataille ou dans les proscriptions ou lors des nouvelles vagues de violence que la guerre civile produisit après Philippe. Les sources ne consignent pas sa mort parce qu'à ce stade, elles avaient d'autres choses à consigner. Ce que révèlent, prises d'ensemble, les morts des conspirateurs, c'est l'échec complet de l'assassinat comme acte politique. Les hommes qui ont tué César croyaient que la République se réaffirmerait d'elle-même une fois le tyran éliminé, que les institutions du gouvernement romain conservaient assez de vitalité pour reprendre leurs fonctions, que le peuple romain et le Sénat romain répondraient aux Ides de mars avec la gratitude et le renouveau civique que les conspirateurs avaient imaginé. Rien de tout cela ne se produisit. Les institutions n'étaient pas assez vivantes pour se réaffirmer. Le peuple romain ne fut pas reconnaissant. Et les hommes qui avaient tenu les dagues se retrouvèrent traqués à travers tout le monde méditerranéen par forces collectivement bien plus puissantes que tout ce que César à lui seul avait jamais commandé. César, par sa mort, produisit ce qu'il n'aurait pas pu produire de son vivant. Le pouvoir concentré de ceux qui le vengèrent, unis par le deuil et l'ambition, dans une combinaison contre laquelle la République n'avait aucun mécanisme de résistance. Octavien deviendrait Auguste. La République était terminée. Les hommes qui avaient tué César pour la sauver devinrent la preuve finale qu'elle était déjà morte, et leur mort, à Philippe, à Smyrne, sur les routes gauloises, sur leurs propres épées, feraient les quittances de cette preuve payée intégralement au cours de 3 années dans un monde qui n'avait plus aucune pitié pour les hommes qui avaient tout déclenché. Le nombre mérite qu'on s'y attarde un instant. 23 hommes portèrent des coups lors des Ides de mars. En l'espace de 3 ans, les principaux conspirateurs étaient morts. Certains mirent plus longtemps. Une poignée de participants mineurs survécurent jusqu'au règne d'Auguste, vivant discrètement sous le couvert de pardon ou de l'obscurité, portant leur rôle dans le meurtre politique le plus célèbre de l'histoire, au sein d'un monde qui n'avait aucun usage pour la République qu'ils avaient voulu restaurer au prix de leur vie. Auguste, à son crédit ou par calcul, ne poursuivit pas tous les hommes qui avaient tenu une lame. Il poursuivit ceux dont la survie représentait une menace et laissa les autres au châtiment particulier d'une longue vie dans un monde devenu l'exact opposé de tous ceux pour quoi il s'était battu. Cela, à sa manière, fut une fin plus cruelle que Philippe.